Bonsoir, installez-vous, ça va mal finir. Alors, ce soir, on a 53 disparus, une auberge isolée, un quart de siècle de vol et d'assassinat. L'histoire se déroule en 1833. 3 têtes vont tomber sous la guillotine devant des dizaines de milliers de spectateurs. Ça a été le plus grand rassemblement jamais vu en Ardèche. Et cette histoire, celle que vous connaissez peut-être, elle est pleine de manquements, de mensonges par omission, à minima. Alors ce soir, je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé à Père-Beil. Et pour cela, j'ai repris le bouquin de Paul d'Albini, qui est le dernier enquêteur à avoir rencontré les survivants de Père-Beil. Et ça commence par la ferme Reynaud. Un plateau ardéchois entre Lozère et Ardèche, 1200 mètres d'altitude. Une seule route traverse ces montagnes, c'est la route royale numéro 102. Elle va du Puy à Aubenas, pas de détour possible, tous les voyageurs passent par le même point, la ferme Reynaud. C'est là qu'un couple s'installe. Pierre Martin, 42 ans, surnommé Blanc. C'est un fils de bandit et un petit-fils de contrebandier. Sa femme, Marie Bresse, froide, calculatrice, impitoyable. Ils reprennent la ferme des parents de Marie, comme métayer. Alors le capital de départ, c'est pas énorme. C'est la dot de Marie Bresse. Une chèvre blanche et une vache noire. Mais Pierre a un plan. Plutôt que de courir après les voyageurs sur les routes, autant les attirer à soi, comme il a pris avec son père. Les faire entrer, leur offrir un toit, un feu, une soupe. Et après 10 années à perfectionner leur méthode à la ferme Reynaud, les Martins vont construire leur propre auberge. Celle que tout le monde connaît, l'auberge rouge. Elle est à 100 mètres de la ferme où tout a commencé. C'est l'endroit idéal pour concevoir un abattoir. Vers 1808, avant même la construction de l'auberge, la mécanique s'était mise en place. C'est un soir de tempête, un jeune homme de 20 ans remontait péniblement la route royale. Claude Béraud, un réfractaire, ça veut dire qu'il ne s'est pas présenté à la convocation de l'armée de l'empereur. Dire que c'est la campagne d'Espagne qui a commencé, et elle bat son plein en ce mois de décembre. À 3 heures de l'après-midi, la nuit tombe déjà. Le vent, la burle, un vent glacé du nord, s'est levé. Au loin, il aperçoit la masse sombre de la ferme Reynaud. Claude hésite, quelque chose dans l'air ne va pas. Son instinct lui hurle de continuer. Mais ses jambes ne répondent plus. Et derrière lui, les loups ont quitté les bois et sont en chasse. Alors il frappe à la porte. Martin l'accueille, chaleureux, presque trop. Il le fait entrer. Mettez-vous bien, mon brave. Mettez-vous à côté de la cheminée. Par ce temps-là, faut jamais refuser un abri. Surtout que ce soir, les loups, ils sont de la partie. Marie, c'est l'araignée du chaudron. Jauge ses vêtements, son manteau, ses bottes, pour se faire une idée de sa bourse. Elle vient de remarquer que Claude a un léger accent. Il n'est pas de la région. Elle lui offre un vin chaud et commence à l'interroger, à tisser sa toile autour de lui. D'où vient-il? Connaît-il du monde par ici? Quelle est sa destination? Tout cela paraît banal, mais cette approche, c'est la base. On ne touche pas aux habitants du coin ni à leurs hôtes. Claude reste méfiant, mais Marie joue bien la comédie. Elle lui parle de la guerre, des mères éplorées, des familles déchirées de la région. Le vin chaud aidant, Claude finit par être confiant. Il avoue qu'il est lui-même un réfractaire, qu'il a fui la conscription de l'armée de l'empereur, que 2 de ses frères ont péri au combat, l'un à Iéna et l'autre à Wagram, donc ses parents étaient plutôt d'accord pour qu'il prenne la route. Marie prend un air embêté. Elle lui annonce qu'il n'y a guère de travail en hiver dans la région et que ce sera très dur pour lui de tenir jusqu'au printemps. Claude, lancé dans la discussion, pense que Marie doute qu'il puisse payer sa nuit et son repas. Alors il commet l'erreur fatale. Il avoue que sa mère lui a donné de quoi tenir largement, dit-il, jusqu'au printemps. Marie vient de tendre le piège autour de lui. Alors elle quitte sa compagnie et annonce qu'elle va préparer une bonne potée au lard pour le revigorer.
Martin est tapis dans le fond de l'auberge. Il échange avec sa femme un regard muet, auquel Marie répond en appelant ses enfants, une phrase en patois. Claude, lui, se détend. Il est face au feu, il retire ses bottes et glisse dans une douce torpeur. Dehors, la Burle, ce vent du nord, est déchaînée. Les loups ont quitté le bois, ils patrouillent autour de la ferme à la recherche d'une brebis égarée. Pour les Martins, c'est leur premier crime, mais tout a été prévu et adapté. L'accueil, le vin chaud, la douce chaleur du foyer, les fillettes qui jouent avec le chat, tout est là pour démontrer la quiétude d'un foyer de paysans montagnards. Alors Claude ne tarde pas à piquer du nez. Dire que les 8 heures de marche l'ont totalement épuisé. Marie cuisine en fredonnant, les fillettes jouent. Martin lance depuis le fond de la ferme que demain il fera bon, la tempête sera calmée, il pourra repartir ragaillardi. La porte de la remise s'ouvre. Rochette, le garçon de ferme, entre en silence. Le triangle mortel est en place. L'œil noir de Marie valide la situation. Rochette et Martin sont juste derrière lui. D'un coup sec, Martin bascule le siège en arrière. Rochette vient de passer le collet autour du cou de Claude qui est entraîné dans sa chute, une chute mortelle. Car Rochette, d'un geste brutal, vient de tirer sur le lien d'un coup net. Le cou de Claude a craqué. En 5 petites secondes, il vient de basculer de vie à trépas. Son corps a bien un sursaut ou deux, mais il se relâche. Claude a quitté une vie pleine de promesses. Marie dit à ses filles de rester au fond. Pourtant, les petites n'ont rien vu. Il n'y a pas eu un cri, pas de bagarre. Juste une chaise qui tombe devant la cheminée. Pas une goutte de sang, juste le regard hébété de Claude dans la mort, qui n'a rien vu arriver. Alors Martin charge le cadavre sur son épaule et le dépose sur la table, comme un gibier. Marie fouille avec avidité. La montre, la ceinture, l'argent, tout disparaît dans son tablier, comme si elle savait exactement où chaque chose était. Rochette voulait garder les habits, mais Martin refuse, expliquant que les loups ne déshabillent pas les corps. Entre la mort de Claude et son dépouillement, pas 5 minutes se sont passées. Marie range le désordre, Rochette sort le corps et le charge dans un sac, faisant office de civière. Martin, lui, vérifie que la route est vide. Mais on n'y voit pas à 5 mètres. La tempête hurle. Le départ est donné. Il remonte environ 300 mètres, à la recherche d'une congère. La tempête redouble de force, couvrant à peine les hurlements des loups. Ils se rapprochent. Ils font rouler le cadavre derrière une congère. Le corps est masqué de la route, on ne le voit pas. À l'endroit même où Claude avait dû avoir ce doute, cette prémonition. Les loups hurlent, Martin annonce. Les loups vont faire ripaille ce soir. Les tueurs froids rentrent, avalent leur dîner et vont dormir, comme si de rien n'était. 3 mois plus tard, au dégel, un charretier découvre des restes informes. Les gendarmes notent, encore un malheureux victime du froid et dévoré par les loups. 2 pièces d'argent laissées par Marie sont retrouvées dans la poche de la victime. Ils vont à la ferme, échangent avec Marie et Martin, aucun indice de crime. Claude Béraud disparaît à jamais. Il fut l'un des premiers. Mais les victimes vont se multiplier sur ce plateau maudit. Dix années à perfectionner le modèle et à amasser de quoi construire l'auberge sur le plateau de Perbeil. Elle sort de terre, pensée comme un piège. Ses murs sont épais, en basalte. Les fenêtres sont exiguës, des recoins pour cacher un corps. Au cas où des habitués passent au mauvais moment, Martin a tout pensé. L'auberge possède 2 fours, un pour le pain, le second pour un usage, on va dire, plus macabre. Le système érodé, Marie questionne, évolue, trie, Pierre et Rochette exécutent. Pas de sang l'hiver, pas de traces, pas de témoins. 2 à 3 victimes par an, jamais de locaux, toujours des inconnus, des marchands, des colporteurs, des déserteurs. Des gens que personne ne cherchera en fait, dans la région. Les années passent, l'argent s'accumule, la confiance s'installe. Peut-être un peu trop. Dans la région, on craint Martin, comme on craignait son père. Certains murmurent qu'il est le diable de la montagne,
on se tait. Il impose le silence. Le problème, quand on impose la crainte dans les cœurs, est que pour certains cela devient grisant. Martin commence à faire moins attention. Il va dépouiller la mauvaise personne, l'ami d'un ami, de passage. Les gens de Larnas commencent à avoir des doutes. Certains disent « l'auberge est un coupe-gorge ». Des gens y sont vus, des gens disparaissent, on ne les revoit pas. Mais Martin et Rochette imposent le silence. Le cas échéant, ils n'hésitent pas à rosser une personne qui se permet de trop parler. Il impose l'omerta, les gens parlent entre eux. Le diable de la montagne règne, le monde se tait. 12 octobre 1831, foire de Saint-Cirque en montagne. Jean-Antoine Enjolras, 72 ans, est un solide paysan de Lafayette. Il repère Pierre Martin dans la foule et il vient lui réclamer son dû. Il lui a vendu une génisse qui n'a pas été finie de payer. Martin est surpris. Il ne s'attendait pas à le croiser. Il invente une excuse, mais Enjolras ne plie pas. Alors Pierre Martin change de tactique. Viens donc ce soir à Perbeil, tu souperas, on boira un bon vin de Vinzac, celui que tu aimes bien, et je te réglerai, et tu repartiras demain matin. Enjolras accepte. Le rendez-vous est fixé à 16h à la fin de la foire. Il coupe à travers la montagne pour rejoindre l'auberge, à 2 heures de marche. Ils finissent par arriver à Perbeil à la tombée de la nuit. L'auberge n'est pas vide. Marie-Armand, la nièce, raccommode du linge près d'une petite lampe. Le neveu de Martin, André, avec sa sale tête, discute avec Rochette. Ils sont surpris de l'arrivée du patriarche avec Enjolras. Mais ils passent tous à table. Le souper est copieux. Mais Enjolras insiste pour être payé, peut-être un peu lourdement. Martin est un peu vexé. Il aurait préféré que cela se passe à la fin du repas. Mais le vieil homme n'avait pas la tête à autre chose que de récupérer ses pièces d'argent. Alors il les prend, il les compte et il les place dans un sac de toile qu'il ficelle soigneusement. Rochette regarde Martin. Le sort d'Enjolras est scellé. Au même moment, un mendiant frappe à la porte. C'est Laurent Chaz, un vieil ivrogne dépenaillé, un ancien berger de la région qui fait office d'épouvantail auprès des gamins du coin. Martin arrive à la porte et refuse de l'héberger, alors il lui glisse une pièce et le renvoie à Larnas. Mais Chaz ne va pas partir. Il contourne la façade et se glisse dans la grange. Il en connaît tous les recoins et il va se cacher dans un coin où le foin est confortable et chaud. Et de là, il va tout voir. 1 heure plus tard, Enjolras insiste pour se coucher. Le vin de Vinzac et la préparation de Marie l'ont assommé. Les 2 chambres devaient être occupées car Rochette le conduit à la grange. Mais il lui promet le plus chaud des lits. Dans le fond de la grange, invisible, Chaz retient son souffle. Il ne s'attendait pas à une arrivée. Enjolras s'allonge dans le foin et la douce soirée d'automne et la potion de Marie le font s'endormir rapidement. 2 heures plus tard, Rochette revient. Il s'assure qu'Enjolras dort à point fermé. Pierre Martin et Marie Brest le laissent passer devant avec un lourd marteau. Le coup s'abat sur la tête d'Enjolras. Rochette en remet un et un autre pour s'assurer du trépas. C'est une bouillie. Martin et Marie fouillent déjà le cadavre, s'emparent du sac d'argent. Chaz est terrifié. Mais Rochette l'a repéré. Il se met à ronfler de son mieux, alors Rochette hésite. Il regarde Martin. Martin lui assure qu'il était sous tout à l'heure et qu'il ronfle comme un moribond. Chaz ronfle de son mieux. Martin descend le cadavre comme on descendrait un sac de farine. L'objectif, le dissimuler dans une cache sous l'escalier de l'auberge, en attendant une nuit moins fréquentée pour s'en débarrasser. Mais l'affaire traîne. On est en automne, fin de la foire et fin des moissons. La route royale est nettement plus empruntée qu'à l'habitude. Et pas de neige pour isoler l'auberge. Les neveux d'Enjolras sillonnent de plus déjà la contrée à la recherche de leur oncle et questionnent toute la région. Les langues se délient et les soupçons des habitants de Larnas convergent vers le coupe-gorge et le diable de la montagne. Martin est coincé. Il ne peut ni transporter le corps ni le brûler, l'odeur trahirait tout.
Le vent ne souffle pas du bon côté. Mais le cadavre commence à se putréfier. L'excuse d'une bête n'est pas suffisante. Les clients se plaignent et en font la remarque. Martin doit le sortir du réduit. Alors, la nuit, il descend et il le cache dans un baril rempli de son, la cave, l'attendant. Faute de mieux. C'est là qu'un homme va tout faire basculer. Jean Testu est un journalier de l'auberge. Il vient chercher des pommes de terre à la cave. C'est un accord qu'il a avec Martin. Alors il descend. Quand il arrive dans cette cave voûtée qu'il connaît bien, il remarque une sale odeur, mais passe outre. Il commence à ramasser ses pommes de terre et fait des allers-retours. Troisième, sa lampe vient de s'éteindre. Alors il se dirige à tâtons vers le tonneau où la lampe est posée. L'odeur y est infecte. Plus il approche, plus elle augmente, elle provient du baril. Il pense à un animal mort tout de suite. Alors il passe sa main au-dessus. Le son est tiède, mais sa main touche une forme sous le son. Il plonge. Sa main tâtonne. Il reconnaît la forme. C'est une jambe, glacée, raide et humaine. Il croit son cœur s'arrêter. Il remonte en flèche, croise Marie, qui le dévisage. Alors il balbutie qu'il est malade et s'enfuit. Martin et Rochette arrivent, descendent, voient la lampe, toujours accrochée au baril. Ils comprennent, Jean Testu sait, il faut agir et vite. Martin part au plus pressé. Il remonte le baril puant pour le faire passer dans la cave de sa maison personnelle, qui est attenante à l'auberge. Le 23 octobre, le juge de paix de Courcouron se déplace jusqu'à l'auberge. Il ne peut plus ignorer la rumeur du coupe-gorge, cette fois-ci. Alors il arrive et il fouille, mollement. Il n'a pas vraiment le pouvoir légal, donc il craint l'erreur, et il tergiverse. Il fait partie des habitués, c'est un client régulier, alors plusieurs témoins affirmeront plus tard qu'il avait été prévenu la veille, prévenu qu'il y avait quelque chose à ne pas trouver. Les époux Martin l'accueillent avec un air débonnaire. Marie insiste et lui propose un repas. On retrouve le juge attablé, mangeant copieusement. La maison familiale des Martin, où le cadavre avait été déplacé, échappe à la perquisition. Au même moment, la grogne gagne des villageois. Elle s'est faite chez le maire de Larnas, bien obligé lui aussi de monter à Perbeil. Il est accompagné de plusieurs jeunes du pays. Ils sont décidés à retourner la maison, et les jeunes sont prêts au lynchage. Marie-Bresse les accueille du ton le plus onctueux qu'elle sait faire. « Monsieur le maire, vous faites bien, et justement, monsieur le juge veut vous parler. » L'entretien se déroule à huis clos dans le fond de l'auberge, avec le juge de paix. 2 minutes. Le maire ressort, le regard fermé. « Messieurs, vous pouvez vous retirer, il n'y a plus rien à faire. Monsieur le juge a déjà tout fouillé. » Le village se retire, frustré, impuissant. La justice vient d'échouer. C'est un peu le nœud gordien qui explique pourquoi tout a perduré. Les notables sont accueillis en amis et les habitués aussi. C'est ce qui a permis aux Martin de passer autant d'années à accomplir leur funeste mission. Ils attendent 3 nuits, trop de monde sur les routes. Le mardi soir, le plateau est calme, la lune descendante. Rochette et Martin se lancent. Mulet porte le cadavre enveloppé dans un sac. Objectif, les gorges de l'Allier, pour simuler une chute, un accident. Ils remontent la route de l'Espéron. Et là, ils croisent un homme, Claude Pagès, marchand de fruits de Pradelle. Pagès les voit et il connaît l'histoire. Tout le monde en parle dans la région. Il observe le mulet, l'odeur est infecte. Et il reconnaît les 2 hommes. Alors il dit simplement « Où diable allez-vous à cette heure ?» Le silence lui répond. Martin et Rochette se rapprochent. Le ton est froid. « File ton chemin, garde ta langue si tu tiens à manger demain. » Pagès vient de comprendre le danger. Alors il s'éloigne, d'abord en marchant, puis court. Rochette se lance à sa poursuite. Pagès se jette dans un buisson. Il se tapit, fait corps avec le sol. Rochette passe à quelques mètres, puis retourne au mulet. Pagès rejoint sa famille vivant. Mais 1 mois plus tard, Claude Pagès meurt. Cause officielle, une fièvre violente, suite à une émotion violente. La peur l'a tué. 26 octobre 1831, 3 jours après la rencontre, 2 paysans découvrent un corps au Rancourbier. Le corps est coincé entre 2 rochers au bord de l'Allier. Mais il n'est pas dans l'eau, il est posé. C'est un peu trop propre pour avoir chuté de 20 mètres.
D'un côté, le crâne est défoncé, un genou est brisé, ses habits sont en parfait état. Totalement incohérent, les neveux d'Enjolras viennent et le reconnaissent. Ils remarquent aussi que les vêtements sont intacts, pas de sang. Le verdict des gendarmes est sans appel. Il n'a pas chuté, il a été placé. La nouvelle se répand, les langues se délient. Cette fois, la justice n'a plus le choix. Et Martin a failli s'en sortir, mais 8 jours plus tard, le juge d'instruction prend les choses en main. 1er novembre 1831, le mandat d'arrêt immédiat contre Pierre Martin, son neveu André et Jean Rochette, est signé. Il doit s'adapter car les Martins ont des soutiens, même parmi les gendarmes locaux. La chance est de son côté, un feu éclate à l'auberge voisine, alors tous les gendarmes de l'Arnas partent prêter main forte. En ce temps, un détachement d'Aubenas arrive discrètement à Perbiel. Un gendarme client habitué et ami du couple est là, coquet. Il frappe à la porte, Marie ouvre, elle est à moitié déshabillée. Mandat est délivré, tu vas devoir t'expliquer chez le juge, on t'emmène. Martin proteste, tente même d'attraper son couteau, mais Coquet le désarme. Le neveu André surgit, le brigadier l'attrape au collet. Ils sont tous menottés, sortis dans le froid. Marie reste seule. Elle tempête, proteste, mais rien n'y fait. Le vent a tourné. La nuit passe, le lendemain, au petit matin, les gendarmes croisent Rochette sur la route. Il est arrêté sans ménagement. Il demande s'ils vont s'arrêter à Perbeil. Il a des affaires à régler. La réponse est brutale. Ton patron est ficelé comme toi, vous allez faire la route ensemble. Quelques jours plus tard, Marie tente pour les disculper. Elle commet une erreur magistrale. Elle accuse un garde forestier nommé Robert d'avoir tué Enjolras. Robert, blessé par cette calomnie, se décide à parler, car il fait partie de ceux qui ont accumulé des doutes probants sur l'auberge. Alors il fournit des preuves décisives sur tout un tas d'affaires. Le brigadier se présente à l'auberge, Marie est endimanchée, prête à partir pour Pradelles. « Madame Martin, où allez-vous donc ?»« À Pradelles, monsieur le brigadier. »« Et il va falloir y aller à reculons, avec nous. Le mandat est signé, vous nous suivez. » Privas, le 18 juin 1833. Les assises s'ouvrent après 2 années d'instruction minutieuses et contradictoires. On est loin du procès exemple au service de la monarchie de Juillet que certaines versions réécrites contemporaines voudraient nous vendre pour innocenter les aubergistes. Les faits dominent. L'argument repris souvent est celui du patois mal compris par les enquêteurs, qui ne tient pas une seconde. Le vivaro alpin se parle au marché chez les commerçants et les gendarmes, les greffiers, le juge de paix sont tous de la région et le parlent couramment. Faire comme si des Parisiens avaient mené l'enquête est juste une farce, voire même un mensonge. Prétendre l'incompréhension, pour moi, relève de la fable. Le deuxième élément serait que la comparaison des fortunes locales. Là aussi, c'est une vaste blague, car les fortunes comparables sont le fait de familles et de transmission de patrimoine. D'ailleurs, dans ces ouvrages, on ne parle pas de la ferme Reynaud, 10 ans comme métayer d'une minuscule ferme, du plateau cultivé par 2 personnes et un troupeau de moins de 30 têtes de bétail, n'appartenant pas aux Martins. Donc le seul ouvrage est une enquête de l'époque, celui de Paul d'Albini, le seul à avoir repris les enquêtes de l'époque où les archives n'avaient pas disparu et rencontré les témoins directs de leur vivant, ou les descendants directs. Remonter l'argent, c'est la base de tout. Les Martins partent d'une chèvre et d'une vache, et l'on saisit chez Pierre Martin 30 000 francs or, soit environ 700 000 € actuels. Ça, c'est juste pour le numéraire, auquel il faut ajouter les fermages achetés. Et là, on arrive à 1 200 000 €, sans héritage, ni aucune terre. 10 ans de métayage, 12 ans d'auberge, la cour juge l'ascension strictement impossible. Ce n'est pas une histoire de jalousie et de voisins, car les Martins s'entendent très bien avec tous les notables de la région. Mais quand on analyse tout, même la construction de l'auberge excède leurs moyens. On rappelle aussi la lignée de Martin, tellement terrible que leur surnom, les Blancs, était devenu un adjectif en Auvergne pour parler d'un bandit de grand chemin. Une famille, hormis les frères de Martin, souvent condamnés pour des faits de brigandage.
dans une Ardèche qui est le département le plus criminogène de France à l'époque. Alors à la barre, les témoins se succèdent. On aura bien entendu Laurent Chaz, le mendiant. Tapis dans le foin, Jean Testu, l'homme du tonneau. Robert, le garde, lavé des calomnies. Et puis la litanie des absents, des marchands jamais arrivés, des colporteurs évaporés après un passage à Perbeil. La condamnation portera sur Enjolras et une tentative de meurtre reconnue. Mais l'ensemble dessine un procédé répété. 53 disparus en 23 ans. À peine plus de 2 par an. D'ailleurs, certains parlent de plus d'une centaine de morts. Peu, diront certains, suffisant ici, où disparaître grâce au loup est facile, et se faire prendre, difficile vu le nombre d'habitants sur ce plateau montagnard. Au 3e jour, l'avocat de Rochette stoppe la manœuvre des récits édulcorés. Il plaide coupable, parle de basses œuvres et d'obéissance payée, et désigne ses maîtres. Marie Bresse, elle, reste droite. Fusille du regard, voire menace. Mais n'explique ni l'argent ni les objets. Après 3 semaines, le jury tranche. Pierre Martin, Jean Rochette et Marie Bresse condamnés à mort. André Martin acquitté. Marie ne ploiera pas. Pierre baissera les yeux. Rochette demeurera muet. André, libéré, pourtant s'effondrera. Le verdict se referme. La montagne, elle, n'a pas rendu tous les corps. 2 octobre 1833, à 5h du matin, une charrette couverte de paille quitte la prison d'Aubenas. 8 brigades de gendarmerie sont là, un peloton du 60e de ligne. Sur la route, la foule grossit. Des milliers de gens marchent à côté de la charrette. Des branches de genêt sont allumées, elles tracent un long ruban de feu dans l'obscurité. Ils arrivent à Perbeil. À 20 mètres, devant l'auberge, la guillotine est là. Martin la voit. Il prononce simplement en patois « Voci nostra mort », voici notre mort. Midi, des dizaines de milliers de personnes, dit-on, sont massées sur le plateau. Le chiffre exact, impossible à confirmer, mais ce qui est sûr, c'est le plus grand rassemblement jamais vu en Ardèche. Marie Bresse monte la première. Elle refuse d'embrasser la croix. Elle détourne la tête avec mépris. Elle meurt en impénitente, non sans courage. La lame tombe, la tête suit. Le bourreau ramasse sa tête pour la présenter, mais il la saisit mal par les cheveux. La tête part et roule dans la boue. Pierre Martin suit. Il prie, embrasse le Christ, murmure « C'est égal, il faut bien mourir un jour », racontera le bourreau. La lame tombe une seconde fois. Puis Jean Rochette arrive, le dernier. Il grimpe les marches de l'échafaud. Il hésite. Au pied de la lunette, il lève la tête vers l'auberge et prononce cette seule phrase. « Maudit maître, que ne m'avez-vous fait faire ?» La lame tombe une dernière fois. 3 têtes, 3 corps, un silence lourd. La guillotine est démontée, une mare de sang reste sur le sol. Un violon se fait entendre, puis 2, puis 3, une bourrée. Un bal commence, juste devant le sang. Certains y tremperont leurs mouchoirs. C'est un porte-bonheur. Les jeunes dansent, ils chantent. La complainte écrite pour l'occasion. La montagne a rendu son verdict. Dans la même nuit, un certain Arnoux, avec la complicité d'un fossoyeur, déterrera les 3 têtes. Il les fit mouler au puits envelé. À l'époque, la phrénologie était en vogue, une pseudo-science qui pensait pouvoir lire les penchants criminels dans la forme des crânes. Les moulages sont aujourd'hui conservés au musée Crozatier. Il y a un dernier détail, mes amis, une coïncidence, ou un passage de relais du diable, à vous de décider. La dernière victime de la bête du Gévaudan est Jeanne Bastide, 19 ans. Elle a été égorgée le 18 juin 1767 au village de Lesbinières, soit à 6 lieues de l'auberge. La distance entre les deux, un chemin, un seuil, un sourire. Martin venait de fêter son 1er anniversaire. Alors n'oubliez pas, l'homme comme la bête tue mieux quand la nuit tombe vite.